avait promis aujourd'hui, elle serait déjà sur place. Mais ici, au niveau de l'Assemblée, les honorables députés ont insisté pour que les gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, mieux les autorités militaires qui gèrent ces deux provinces, puissent se faire le déplacement de Kinshasa et venir au niveau de cet hémicycle pour évaluer l'état des sièges, parce que, en croire les uns et les autres, il y a à boire et à manger dans cet état des sièges. Il faut absolument qu'il y ait évaluation pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, afin que le tir soit rectifié. C'est la raison pour laquelle, ou mieux, le bien fondé du déplacement de la première ministre Judith Souminois dans cette partie du territoire national. La RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour cette retransmission en direct, très chers téléspectateurs. Question pour nous de saluer les actions menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Haut-Katanga. Il a notamment inauguré une usine minière Kiro, qui pour la production des mines dans cette partie du territoire, qui était arrêté, cette usine minière qui avait suspendu sa production il y a de cela 32 ans. Il lui fallut l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lancer la relance de cette société minière dans cette partie du territoire national. Il est non seulement question de relancer la société, mais également créer les emplois, utiliser la main-d'œuvre locale afin de lutter contre le chômage dans cette partie du territoire national. Et le président de la République a fait le déplacement justement de Kipushi et pour la relance de cette production minière au bénéfice des fils et filles de Kipushi, longtemps plongés dans un espoir désespéré. Aujourd'hui, les sourires sont revenus sur les lèvres des uns et des autres grâce à un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement de Kipushi pour la relance de cette production minière au bénéfice de la population locale. Je ne suis pas seul, je suis avec l'équipe habituelle de la RTNC en langue nationale. Nous avons Prince Mupui pour les Tchiluba, Feza Rose pour les Swahili, Godé et Sika pour les Lingala. Certainement que Clarisse Pelende serait pris dans un embouteillage. Elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour cette retransmission en direct. Mais en attendant, Vital Kamerhe continue à prendre son bain de foule comme dans ses habitudes. Il a l'habitude de saluer les honorables députés. Il sait pourquoi il le fait. Mais c'est vraiment dans une ambiance bon enfant qui nous a habitués à ce spectacle. Regardez comment à chaque fois quand il salue un député, il échange avec ce député. Je disais tout à l'heure qu'il y a une proximité géographique et psychologique. C'est avec raison, parce que lui, en tant que speaker de l'Assemblée nationale, il est censé connaître tous les 500 députés et les appeler nommément et les situer aussi s'il vient de quel territoire ou de quelle ville. C'est le travail qui revient au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, comme vous le constatez, au travers de ces belles images nous proposées et sélectionnées par Papingi Namao, qui chapeaute cette retransmission. Il est bien sûr au niveau de la réalisation. Rose Feza. Merci beaucoup Blaise Boko Kiasanza. Ni kusema kwamba tumepatikana hapa kupale di Peuple, mahali ambapo kilele kia leo kinafungula milango yake. Tunaona pale katika picha presidenti wa baraza la bunge Vital Kamerhe na kikundi chake wamekusha kuingia hapa ndani ya nyumba ambapo kilele kitafanyizwa. Endelea na kusalimia kila mbunge, kila mwanabunge, anaendelea kumpatia mkono, kumsalimia na kumuuliza namna gani. Ndio kwa yale ambayo yanatukusanya hapa ni kusema kwamba wataweza kusemea katika kilele hicho, kutasimamia mambo mbalimbali, kukubaliwa kwa neno la siku, kukubaliwa kwa mpango wa kalendari ya kipindi cha kawaida cha Septemba cha mwaka wa 2024, kuongezeka kwa etat de siege huku katika majimbo mawili haya ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kusema jimbo ya Kivu ya Kaskazini na jimbo ya Ituri. Watasemea pia kuhusu uchunguzi na kukubaliwa kwa mipango 8 ya kanuni ya ratification. Pia wataweza kusemea
uchunguzi na kukubaliwa kwa ripoti ya Ecofine kuhusu kanuni za pesa. Ndiyo mambo haya matano ambayo wataweza kuisemea leo hapa ku Palais du Peuple, leo tarehe 22 Novemba mwaka 2024, ambayo wataweza kuisemea hapa leo siku Ijumaa hapa ku Palais du Peuple, kilele ambacho kitaweza hivi kuongozwa naye Vitali Kamere. Katika kilele hicho wataweza kusemea mambo natoka kuambia pale ni kusema Vitali Kamere amemaliza kusalimia wanabunge, ndio amepanda huku juu kwa kuweza hivi kufungula milango kwa kuanja kilele cha leo. Blaise Boko Kiasanga. Très chers téléspectateurs, d'un moment à l'autre, hein, la plénière sera lancée par les travaux, bien sûr, hein, seront lancés par le président de l'Assemblée nationale qui a déjà pris part au niveau du perchoir, accompagné pratiquement de tous les membres du bureau. Jacques Njoli, rapporteur, Christophe Mbosso, deuxième vice-président, et tous les autres membres du bureau déjà là. D'un moment à l'autre, la plénière va devoir commencer ses travaux avec notamment l'audition du rapport de la Commission économique et financière et contrôle budgétaire sur la loi des finances. Les travaux ont eu lieu au niveau de l'hôtel Béatrice. Le rapport a été adopté. Il est question de le soumettre au niveau de l'Assemblée nationale pour l'adoption afin que ce projet de loi sur la loi des finances soit adopté par les honorables députés. Aussitôt adopté, ce projet sera renvoyé en seconde lecture au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, pardon. La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, la vérification du quorum renseigne que 288 députés sont présents et 7 sièges à pourvoir. Nous avons le quorum pour siéger, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er de notre règlement intérieur. En prévision de l'examen des 9 projets de loi, le gouvernement a chargé d'aide de ses membres pour prendre part à nos travaux. Il s'agit du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui sera remplacé aujourd'hui par le ministre du Tourisme et le ministre des Finances. Je demande donc au service du protocole de les faire entrer dans l'hémicycle. Par la même occasion, il fera entrer les vice-ministres des Finances, il est là, et d'autres membres de leur staff. Du palais du peuple, le vice, ou mieux la vice-ministre des Finances sera là pour la loi des finances, dont le rapport au niveau de la commission économique, financière et contrôle budgétaire sera fait tout à l'heure au niveau de la plénière. Le ministre du Tourisme sera également là, le ministre d'État et ministre de la Justice sera également représenté pour ce projet de loi portant autorisation de la prorogation l'état des sièges sur une partie du territoire national. Tous ces rapports seront auditionnés par les honorables députés, à l'instar de Jean-Marie Lukulassi et de Serge Condé, qui étaient en train d'échanger. Lukulassi, élu de Kinshasa, et Serge Condé, élu du territoire de Sakania. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Et d'autres députés qui sont là, à l'instar de l'ancien ministre du Développement rural, et d'autres députés, et sont déjà là. Et d'un moment à l'autre,
les membres du gouvernement font les rentrées dans cette salle et l'ordre du jour a été donné. Très chers téléspectateurs, je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour la retransmission en direct de cette plénière très importante car l'ordre du jour semble être un peu costaud. Examen et contrôle budgétaire sur la loi des finances, examen et adoption des 8 projets de loi de ratification et examen et adoption de la loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Enfin, adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2000, session ordinaire de septembre. Voilà. Au moment où nous parlons, très chers téléspectateurs, la première ministre se trouve ou alors elle est en route pour la province du Nord Kivu. Elle est allée, elle est à la tête d'une forte délégation gouvernementale pour aller évaluer l'évolution de l'état des sièges dans cette partie du territoire national. Un sujet qui divise beaucoup des députés, des élus du Nord Kivu et de l'Ituri. Et la chef du gouvernement a jugé bon de faire partie, de faire le déplacement de Goma, si l'emploi de temps le permet, certainement qu'elle fera aussi Ituri pour aller évaluer l'état de siège avec les autorités militaires locales. Mais dans la délégation de la première ministre, il faut noter la présence du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, précurseur du nouveau narratif, un concept qui a pris corps presque dans tous les secteurs de la vie nationale, les nouveaux narratifs. Il faut rendre compte de tout ce qu'on fait à la population qui en est le juge. Monsieur le ministre du Tourisme, je vous prie de vous asseoir. Voilà, Doudou Fwamba, vous l'aviez remarqué au travers de ces belles images qui sont arrivées. Sur votre petit écran, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a fait le déplacement du Palais du Peuple pour notamment défendre cette loi des finances dont le rapport avait été examiné, dont le rapport sera fait tout à l'heure par la commission ECOFIN et contrôle budgétaire, commission présidée par le député national Guy Mafuta, l'élu de Chikapa. Regardez, Geneviève Inagossi. Députés et chers collègues, Messieurs les ministres des Finances, Messieurs les ministres du Tourisme, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet hémicycle. Honorables députés et chers collègues, l'ordre du jour de notre séance prévoit les points ci-après. Examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2024. 2. Examen et vote de 8 projets de loi de ratification. 3. Examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 4. Examen et projet de loi des finances pour l'exercice 2025. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut-elle se prononcer quant à l'adoption de cet ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Personne. Merci. Qui s'abstiennent? Une personne, Mouchongo, et les autres, 3. Et Fambe aussi. Merci. Au vu du résultat de vote, l'ordre du jour est adopté.
Chers collègues, sans plus tarder, nous passons au deuxième point relatif à l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre. Chers collègues, à propos de ce point, il est important de préciser que ce projet de calendrier aurait dû être adopté au début de la présente session, n'eût été les retards connus dans le laborieux processus de mise en place de l'ensemble des organes de l'Assemblée nationale jusqu'à la conférence des présidents. C'est ainsi qu'après sa constitution, la conférence des présidents a, au cours de sa réunion du 13 novembre 2024, adopté les 10 projets de calendrier pour se conformer aux prescrits de l'article 64 alinéa 4 de notre règlement intérieur. À présent, je le soumets à l'adoption de l'Assemblée plénière conformément aux dispositions de la linéa 4 de l'article 64 de notre règlement intérieur. En effet, ce point de calendrier comporte deux grandes rubriques, à savoir 1. Les matières non législatives et 2. Les matières législatives. Honorables députés et chers collègues, comme vous l'aurez constaté, nous avons déjà eu à examiner en exigence certaines matières reprises dans ce projet de calendrier pour permettre au pays de fonctionner. Ainsi, compte tenu du volume du travail à réaliser au cours de la présente séance, votre bureau vous propose de se passer du débat sur ce projet de calendrier et demande à ceux des collègues qui auraient des amendements de les formuler par écrit et les déposer au cabinet de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Qui sont pour cette proposition? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, il en est ainsi décidé. Honorables députés et chers collègues, nous abordons le troisième point de notre ordre du jour, point ayant trait à l'examen et au vote des 8 projets de loi de ratification. Il s'agit de 3 ordonnances lois prises en exécution de la loi d'habilitation numéro 23/029 du 20 juin 2023 du gouvernement d'une part et 5 projets de loi d'autorisation de ratification d'autre part. Conformément à la procédure prévue par l'article 158 du règlement intérieur, nos délibérations débutent par le débat général. Pour ce faire, j'invite Monsieur le ministre des Finances à prendre la parole pour nous présenter l'économie de chacun des projets qui relèvent de son ressort, étant donné que les autres qui ne sont pas de son ressort vont être présentés par le ministre du Tourisme qui est là. De toute façon, il sera question seulement de les présenter à l'Assemblée plénière. Ou si les 2 ministres se sont concertés, le ministre des Finances peut présenter les 8 projets. Donc chacun présente, vous présentez ce qui relève de votre domaine, si je comprends bien, monsieur le ministre. Et votre collègue du tourisme, les autres. Ici, nous ne sommes pas encore au projet de prorogation. C'est ratification. Si vous n'avez pas de texte, que le protocole donne les textes qui nous ont été déposés. Et les ministres, je crois, vous allez lire, présenter, je crois, 3 pour le ministre des Finances, 7 pour le ministre des Finances, Anamaro. Pour le ministre des Finances, c'est combien?
Non. 8. Non, oui, c'est le total. Nous avons Il y en a dit... 9. Il y a 8 pour lui, pour le ministre de la Justice. Non, non, j'ai compris la lettre. Voilà, très chers téléspectateurs, en attendant l'harmonisation au niveau des textes, qui va présenter quel projet de loi portant ratification. Il y a 2 membres du gouvernement qui sont déjà dans cette salle, ministre Doudou Famba des Finances et le ministre du Tourisme. Il sera également question d'un projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Qui va présenter ce projet de loi, on ne le sait pas encore, mais ce qui est vrai est que chaque 15 jours, les membres du gouvernement reviennent ici avec ce projet de loi, même si l'état de siège ne semble pas avoir la même vision que tout le monde. Il y a quelques petites contradictions autour de cet état de siège. C'est la raison pour laquelle la Première ministre fera, ou elle a déjà fait le déplacement de Goma pour évaluer cet état de siège sur le terrain. Mais son vote ici a toujours été un peu... Même si vous êtes en tenue des musulmans, je vous demande de vous asseoir. Nous passons la parole au ministre des Finances pour présenter le projet de son ressort. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Qui sont présentés tout à l'heure par le ministre des Finances, Doudou Famba, qui a fait le déplacement du Palais du Peuple pour se faire. Écoutons le ministre des Finances. Honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais. C'est avec immense honneur et une grande joie, mais à la fois une grande responsabilité que je me trouve devant cette chambre de notre Parlement pour présenter ce texte devant être examiné par votre chambre. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma gratitude pour l'opportunité de m'adresser à cette auguste assemblée en vue de solliciter la ratification des initiatives qui visent à renforcer notre développement économique et social. Il s'agit d'une part des instruments multilatéraux dans les domaines fiscal visant à renforcer la mobilisation des recettes internes et à lutter contre l'évasion fiscale, à savoir le projet de loi autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. 2. Du projet de loi autorisant la ratification de la Convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt et au titre du pilier 2. D'autre part, il s'agit de 3 projets destinés à financer les activités du plan d'action du gouvernement dans les secteurs sociaux et des 2 accords de prêt, à savoir projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7536-ZR du 31 mai 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du financement des programmes d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience utilisant l'approche programmatique multiphase, MPA. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit syndiqué signé en date du 29 août 2024 entre la République démocratique du Congo et 2 banques sud-africaines, ABSA et DABSA. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24/014 du 8 juillet 2024 autorisant la ratification des accords de prêt du 25 mars 2024 conclus entre la République démocratique du Congo et les Fonds africains de développement FAD, ainsi que la facilitation à la gouvernance et au développement FAD, ainsi que les projets de facilitation à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation d'agriculture.
Projet de loi autorisant la ratification de désaccords de prêts conclus en date du 28 septembre 2024 entre la République démocratique du Congo, notre pays, et la Banque africaine de développement BAD au titre de financement des projets d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation agricole. Enfin, au numéro 7, le projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance loi numéro 24/020 du 14 septembre 2024 autorisant la ratification de la convention des prêts conclus le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Management Limited. Ces instruments et projets constituent des piliers stratégiques pour notre développement économique et social. Les ratifications constituent un pas crucial vers une gestion fiscale plus efficace, permettant à notre pays de mieux répondre aux défis actuels et futurs. Ces projets ont également pour objectif d'améliorer le financement des différents projets, permettant entre autres de répondre tant soit peu à la nécessité de la transformation de notre système agricole, mais également du système sanitaire, y compris les infrastructures qui en dépendent. S'agissant des instruments multilatéraux dans le domaine fiscal, il importe de souligner que d'importants revenus sont transférés de la République démocratique du Congo vers les pays à fiscalité privilégiée ou paradis fiscaux par des stratégies d'optimisation fiscale bien orchestrées par les multinationales qui œuvrent dans notre pays. Cette optimisation agressive, principalement dans des secteurs extractifs, réalisant plus de 70% de la production minière, ne permettent pas à notre pays et à nos administrations fiscales de mobiliser les recettes dont notre pays a besoin pour financer son programme d'action. Pour contrer ces phénomènes, la République démocratique du Congo a signé en octobre dernier des conventions fiscales. La première est relative à la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices, BEPS, alors que la seconde porte sur la règle d'assujettissement à l'impôt. La signature de ces deux instruments multilatéraux s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a entre autres assigné au gouvernement de la République la mission d'améliorer la mobilisation des recettes publiques en vue de financer les projets de développement à impact visible. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, l'instrument multilatéral relatif à la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices BEPS, conçu pour contrer les stratégies fiscales des sociétés multinationales, empêche les transferts artificiels des bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité, ce qui réduit considérablement nos recettes fiscales. Entre la République démocratique du Congo et d'autres pays, c'est notamment la convention entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud, la convention entre notre pays et la Belgique, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Turquie, en établissant un standard minimum pour lutter contre l'échalandage fiscal, où dès l'entreprise bénéficie indûment d'avantages fiscaux négociés, il est possible d'instruire des mécanismes pouvant permettre à l'État de recouvrer ces recettes qui échappent au Trésor actuellement. L'instrument multilatéral relatif à la lutte contre l'érosion et la base d'imposition et les transferts de bénéfices BEPS permet donc d'intégrer des mesures pour éliminer la double imposition sans créer des possibilités de non-imposition, notamment la règle de la limitation des avantages, pour résoudre ces problèmes. Il s'agit donc d'une action phare de notre gouvernement pour faire face à l'optimisation fiscale opérée par les secteurs des entreprises qui œuvrent dans divers secteurs, comme c'est des mines, mais y compris des télécommunications.
Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, à l'instar de la convention BEPS que nous venons de décrire, l'instrument multilatéral relatif à la mise en œuvre de la règle d'assujettissement RAI s'inscrit résolument dans la lutte contre l'évasion fiscale. Cet instrument modifie les conventions fiscales bilatérales existantes pour garantir un niveau minimum d'imposition des paiements des transfrontaliers et empêcher les multinationales de transférer artificiellement leurs bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité. À travers cet instrument, les membres du cadre inclusif se sont engagés à intégrer la règle d'assujettissement à l'impôt dans leurs conventions bilatérales avec les pays en développement qui les demandent, permettant ainsi à ces pays, dont la République démocratique du Congo, de récupérer l'impôt sur les revenus qui échappait jusque-là à une imposition équitable. La Convention relative à la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt RAI élargit donc l'assiette d'imposition nationale, assurant un niveau minimum d'imposition et évitant les situations de non-imposition. Ainsi donc, ces deux projets ou ces deux instruments évitent les pratiques de sous-capitalisation des entreprises, mais également les transferts des bénéfices et des revenus dans des pays à paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Il s'agit d'un pas essentiel pour notre pays et pour nos administrations financières de tacler ces phénomènes d'échalandage fiscal et faire en sorte que notre pays recouvre les recettes dont nous avons besoin pour financer notre économie. Tel est donc, honorable monsieur le député, messieurs et mesdames les députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, l'économie de deux instruments multilatéraux dans les domaines fiscaux signés récemment par votre gouvernement. S'agissant de la mobilisation des ressources extérieures à travers des projets, il vous souviendra qu'en date du 10 août 2022, dans sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'y rends un vibrant hommage à cet instant, avait sollicité auprès de la Banque africaine de développement BAD que toute l'allocation au titre de la 16e reconstitution du fonds FAD, soit environ 477 millions d'unités de compte, l'équivalent de 635 millions de dollars américains, soit entièrement consacré au financement du programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo. Par cette décision, le président de la République montrait que la voie de la République démocratique du Congo, la voie choisie par la République démocratique du Congo reste celle de la diversification de notre économie qui passe essentiellement par la transformation de l'agriculture. En septembre de la même année, la Banque africaine de développement BAD a répondu favorablement à la requête de notre pays pour le financement de ces programmes qui comprend 3 projets spécifiques. À ce jour, deux de ces 3 projets ont été urgemment instruits, approuvés par la Banque africaine de développement, et les accords de prêt ont été signés le 25 mars 2024 et le 28 septembre 2024 par votre gouvernement. Les premiers projets de loi concernent donc les projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences, d'une durée de 5 ans et pour un financement total de 118 millions de dollars américains, évalué à 90 millions d'unités de compte. Ce projet a pour objectif global d'appuyer la transformation agricole en République démocratique du Congo à travers l'amélioration du climat des investissements dans le secteur agricole, de la qualité de la main-d'œuvre, y compris les autres besoins dont notre secteur d'agriculture a besoin. Les zones d'intervention concernées sont donc les provinces du Congo central, Kasaï oriental, de la Chopo, du nord Ubangi et du sud Ubangi. Les résultats attendus sont notamment la construction et l'équipement de 10 centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness dans 10 ETD sélectionnés. La formation et l'employabilité de plus de 50 000 jeunes formés en métiers innovants dans les centres de promotion.
Le deuxième projet de loi porte sur les projets d'appui au développement des chaînes de valeur. D'une durée de 5 ans et pour un financement global de 197 millions d'unités de compte, soit 262 millions de dollars américains. Ce projet a pour objectif global de réduire l'incidence de l'insécurité alimentaire et les importations de produits alimentaires en République démocratique du Congo, tout en adoptant une approche préventive dans la réponse aux effets néfastes des chocs exogènes. Il interviendra donc dans les 6 provinces suivantes: Congo central, la province du Kwango, la province du Mai-Ndombe, la province du Kassai oriental, la province de la Lomami et la province du Sud Kivu. Les résultats attendus sont notamment la création de 75 000 emplois pour des jeunes et les femmes entrepreneurs. Plus d'1 700 000 agriculteurs et petits exploitants bénéficieront donc des intrants agricoles. Les filières agricoles retenues sont les maïs, les maniocs, les riz et les soja. Le troisième projet de loi porte aussi la ratification de l'ordonnance autorisant la ratification de la convention des prêts conclue entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Management Limited pour un financement d'un montant de 500 millions de dollars. Ce projet a pour objectif d'apporter une solution durable aux besoins du gouvernement au titre d'achat de biens et services, notamment par la mise en place d'un modèle intégré écosystème permettant l'acquisition, la distribution et le stockage en République démocratique du Congo de divers produits sur l'ensemble du territoire. Il s'agit notamment des produits de première nécessité, maïs, riz pour le sud et l'est de la République démocratique du Congo, l'acquisition des kits de maternité et matériel médical dans le cadre de la politique de la gratuité de la maternité et subvenir à des besoins sécuritaires tels que la fourniture d'urgence de kits de rations alimentaires aux soldats dans les zones requises. La deuxième tranche de ces prêts est orientée vers un certain nombre d'investissements dans le secteur de l'énergie, en orientant l'essentiel des ressources obtenues dans la tranche B vers l'achèvement du projet de la centrale hydroélectrique Katende, dont le gouvernement a pris l'option d'appuyer la relance. Dans le secteur de la santé, le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu avec la Banque mondiale un accord de financement chiffré à 250 millions de dollars. Ce projet de loi est relatif au projet d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience. D'une durée de 5 ans, ce projet a pour objectif de renforcer les capacités du pays à se préparer, à prévenir l'impact des épidémies et à renforcer la résilience du système de santé congolais. Les zones d'intervention concernées sont les provinces de l'Équateur, de l'Ituri, du Kassai central, du Kassai oriental, du Kwilu, du Nord Kivu, de la Chopo et de la Chouapa. Ces projets voient bénéficier en général à 43,8 millions d'habitants, soit 36% de la population de notre pays, parmi lesquels des personnes âgées, des personnes handicapées et les communautés marginalisées. Il cible en particulier les femmes au stade prénatal et postnatal. À ce titre, il contribue en effet à la politique de la gratuité des accouchements initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le secteur des infrastructures, le gouvernement a négocié la convention de crédit entre la RDC, Absa Bank Limited et Development Bank of South Africa Limited, des banques sud-africaines. D'une durée de 10 ans pour un montant global de 270 millions au titre des financements syndiqués du projet d'acquisition d'équipements de construction. Ce projet a pour objectif global de permettre le désenclavement de notre pays et l'amélioration de la connectivité de la RDC par la modernisation et la réhabilitation, y compris l'entretien du réseau routier de notre pays. Il permettra également à accroître l'intégration des 26 provinces et de nos 145 territoires.
Il s'agit donc d'un projet qui va financer l'acquisition des équipements de construction de routes, environ plus de 5000 équipements au titre d'engins qui doivent contribuer à la construction et à la modernisation de nos routes. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, telle est l'économie des projets de loi de ratification soumis à l'auguste Assemblée pour renforcer la mobilisation des recettes publiques intérieures à travers ces instruments fiscaux multilatéraux et de financer à travers les ressources extérieures mobilisées auprès des bailleurs les projets de développement évoqués dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'agriculture, en faveur du bien-être du peuple congolais pour répondre aux 6 engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie donc l'Assemblée nationale, les honorables députés nationaux et les légitimes du peuple congolais, de l'attention et de votre engagement à soutenir les initiatives de votre gouvernement qui est votre émanation. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre. Je pensais que les autres là qui suivent ont un rapport, Monsieur le ministre, avec votre ministère. Donc vous êtes déjà répartis, c'est autour du ministre du Tourisme. Monsieur le ministre du Tourisme, vous pouvez prendre la parole pour le reste des lois de ratification. Merci, honorable président, pour la parole. Je viens ici représenter le ministre de la Justice et garde des Sceaux qui accompagne la première ministre dans une tournée d'évaluation justement à l'est du pays pour évaluer la situation sécuritaire. Projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, je viens devant votre auguste Assemblée de représentants du peuple congolais pour présenter en vue de son adoption le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion tenue le vendredi 15 novembre 2024. En effet, depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ce jour encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, se doit d'être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'état de siège est une affaire qui nous concerne tous et nous préoccupe tous. Vous avez fait état de vos observations lors du passage
du ministre Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice, vous avez émis aussi des suggestions multiples qui ont été évidemment évaluées par le gouvernement sur la redynamisation du cadre de discussion et d'évaluation qui existe déjà entre plusieurs institutions de la République. Soyez encore assurés que cet exercice sera en toute responsabilité, comme vous le souhaitez, évalué au moment opportun dans le cadre de concertation au sein de votre auguste Assemblée et au fonctionnement normal de toutes les institutions de la République. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques multiples de la coalition terroriste M23, RDF, AFC et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment à votre auguste Assemblée comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 23 novembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est l'économie du projet de loi. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, nous venons de suivre successivement les ministres des Finances et les ministres du Tourisme sur l'économie des 8 projets de loi sous examen. En ce qui concerne la suite de nos discussions, compte tenu du gros du travail qui nous attend en rapport avec les 2 derniers points de l'ordre du jour, votre bureau vous propose d'interrompre à ce niveau la procédure déjà engagée à l'article 158 du règlement intérieur, si évoqué, et envoyer tous ces projets de loi pour examen approfondi en commission. Ainsi, nous engagerons utilement les débats à la lumière des rapports des dites commissions. L'Assemblée peut se prononcer sur cette proposition. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, il en est ainsi décidé. En conséquence, nous les envoyons pour examen approfondi à la commission mixte Relations extérieures et économiques, finances et contrôle budgétaire. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle des lois dont il est question? Vous avez suivi, c'est bon. Nous remercions, avant de remercier le ministre, je voudrais souligner que nous accordons, puisque si nous laissons les commissions comme ça, sans délai, ça peut tirer en longueur alors que le gouvernement a besoin de ces textes. Vous êtes bien rendu compte qu'il s'agit d'élever des fonds très importants. Chaque loi de ratification a indiqué le montant attendu et les zones ou les entités du pays qui en seront bénéficiaires et les types d'ouvrages ou de projets. Donc, il est très important que la Commission puisse avoir un délai de travail pour nous ramener le travail ici, au niveau de la plénière pour adoption. La Commission mixte des relations
extérieure, défense et sécurité. Pour ce projet de loi de ratification, nous leur accordons 5 jours pour réaliser le travail leur confié. Ce délai court du lundi 25 au vendredi 29 novembre. J'exhorte les collègues non membres des commissions mixtes susmentionnées de participer à leurs travaux pour y apporter leur contribution. Les membres du gouvernement concernés par ces matières sont quant à eux tenus de prendre part aux travaux des dites commissions. Honorables députés et chers collègues, le 4e point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote du projet de loi portant autorisation des prorogations de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Nous demandons. Vous avez déjà lu les... Non. Il a déjà lu. Ok, très bien. Le ministre de la Justice n'est pas celui. Donc, nous vous remercions, Monsieur le ministre des Finances et Monsieur le ministre de la Justice. On libère celui de... Oui, j'ai compris. Après la présentation de la loi portant prorogation de l'état de siège, nous demandons à l'Assemblée plénière, puisque nous avons informé les présidents des groupes parlementaires du voyage de Madame la Première ministre à Goma, au Nord Kivu et à l'Ituri, à Bunia dans l'Ituri, pour aller palper les réalités du terrain afin qu'elle puisse faire son évaluation relative à l'état de siège le 30 novembre comme il avait indiqué. Notez que Madame la Première ministre, en dehors des membres du gouvernement, est accompagnée de 12 honorables députés, dont 2 présidents, celui de la Défense et Sécurité et son collègue, je crois, de PRJ. 2 membres du bureau. Oui. Et son collègue du Sénat. 2. Oui. Et il y a aussi des sénateurs dans sa délégation. 10, 10. Et vous avez ajouté 2. Puisque je vous avais demandé dès le départ que le contenu de ce projet de loi de prorogation a toujours été le même, en attendant l'évaluation de Madame la Première ministre et celle que nous ferons au retour de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, les élus légitimes et le peuple. Nous fassions aussi notre évaluation. Est-ce que nous pouvons autoriser cette prorogation, je crois, la 86e, hein? La 86e et la dernière, vous dites. Moi, je parle de la 86e. La dernière interviendra après évaluation, n'est-ce pas? Qui sont pour la prorogation de l'état de siège? Merci. Qui sont contre?
Comptez. On va compter, soyez tranquilles. On va compter, restez debout. Le protocole va compter. Très serré, pardon, très chers téléspectateurs. Le vote de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo a toujours divisé les honorables députés. Les votes semblent être très serrés. Nous allons le vérifier tout à l'heure. Les pour ont levé leurs mains et maintenant les contre, ils sont là. Apparemment, c'est vraiment serré. Nous allons voir comment les choses vont se passer aujourd'hui parce que c'est un projet de loi qui a toujours divisé les honorables députés et nous espérons que parce que la première ministre Judith Suminwa a conduit une forte délégation non seulement des membres du gouvernement mais aussi des élus du peuple, les députés et sénateurs pour justement évaluer les réalités qui prévalent sur le terrain. Vous asseoir, on a déjà compté. On a déjà compté. Pardon, je n'ai pas suivi. Honorable Michiki, pouvait venir au micro. Honorable Michiki, venez au micro. Parce que j'ai compté. Assoyez-vous, monsieur, là derrière. Le pour doit l'emporter sur le contre parce qu'il y a la chef du gouvernement. Nous sommes des élus dignes. Mais je donne la parole à l'honorable. Merci, honorable président. André Mouchongo, je sais que vous êtes mon assistant en police. Membre du bureau. Mais laissez-moi le faire, gamme. Collègues dignes, élus du peuple. Oui. Je crois que nous sommes des élus. Et nous constatons, malheureusement, honorable président, que nous ne prenons pas au sérieux les mandats que nous portons ici. Au moment où nous parlons, hors question, la première ministre est partie en tourisme. Retirez d'abord ce que vous venez de dire. Je retire, ouvrez le micro qui retire. Donnez-moi le micro, pourquoi? Ça c'est la dictature, non? Là, le micro est là. Honorable Willy Michiki. Oui, président, on ne nous respecte pas. Non. Honorable Willy Trop, c'est trop. Honorable Willy Michiki. Oui, président, je vous écoute, honorable président. Vous savez d'abord que j'ai fait une exception à titre amical. J'apprécie, honorable président. Suivez-moi d'abord. Attendez. J'ai fait exception à titre amical parce que je vous ai vu agiter. Je croyais personnellement que votre voisin de gauche venait de vous gifler et que vous voulez l'accuser. C'était un incident grave et j'allais le sanctionner. Maintenant, vous, un député élu à chaque mandature, vous savez très bien que quand le vote est engagé, on ne l'interrompt pas. Mes chers collègues, moi je croyais qu'on venait de gifler l'honorable Michiki, j'ai voulu le défendre. Alors maintenant, si vous avez à dire, puisque vous avez demandé motion, vous allez parler. Mais laissez-moi vous donner les résultats de vote. Vous pouvez aller vous asseoir. Je ne vous priverai pas la parole. Mais personne... Bon, si vous parlez, vous n'aurez pas de motion. Ah ok, vous aurez la parole. Mais revenez d'abord, honorable Willy Michiki. Honorable Willy Michiki, revenez d'abord. Il faut d'abord retirer votre mot de mouton. Honorable président, j'interviens maintenant par motion d'information. Non, non, retirez le mot de... Ah, les moutons, ah, ok.
Je retire, Monsieur le Président. Bon, maintenant, allez vous asseoir, on vous applaudit. Merci. Vous voyez comment il est malin. Il dit, maintenant, j'interviens à titre d'émotion. Non, mais vous aussi, vous ne comprenez pas ce qu'il vient de rappeler ici? Nkoy. Honorable Nkoy, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ici? Merci d'avoir compris. Merci, honorable Nkoy. Les résultats des votes indiquent que 42 ont voté contre. Par conséquent, la prorogation est autorisée. Maintenant, nous allons libérer. On peut libérer le ministre, non? Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Tourisme et l'ensemble de vos collaborateurs qui vous accompagnent. Je vois aussi mon collaborateur pour vous. Ça, c'est pas aimé, là. Ah, Simène qui a laissé la barre blanche. Ok, je croyais que c'était Aimé Mourouka. Ok. Donc, à l'ensemble de vos collaborateurs qui vous accompagnent, nous vous remercions pour votre disponibilité permanente et vous prions de regagner vos bureaux. Monsieur le ministre des Finances, en ce qui vous concerne, vous n'avez pas quitté cette assemblée. Vous l'avez quitté de corps et pas d'esprit. Ok, nous vous souhaitons bon travail. Ministre des Finances qui est venu. Merci, monsieur le ministre. Merci. Oui, quelques projets de loi portant ratification dans les différents secteurs concernant les finances, et le ministre du Tourisme, lui, est venu donner l'examen de l'économie, de l'examen du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo en lieu et place, et du ministre de la Justice, et qui se trouve actuellement dans la province du Nord Kivu pour accompagner la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa. Si je demande aux honorables députés de choisir entre être ministre du développement rural et finances, vous allez choisir d'être ministre des Finances. Oh là là, terrible. Pourquoi? Vous êtes tous ministres, non? Maintenant, si on vous demande de choisir entre le ministre de l'Éducation nationale, éduquer nos enfants et la société, et le ministère des Transports, vous allez choisir quoi? C'est un sondage que je suis en train de faire pour préparer mon séminaire de la fois prochaine. Maintenant, si on vous demandait entre la culture et art et le ministère du budget, bon, maintenant, si je demandais au président Bosso de choisir entre la primature et la deuxième vice-présidence, il me dit qu'il choisirait la deuxième vice-présidence. En tant que patriote. Et si on demandait à la questeur d'échanger sa place avec l'honorable Njoli? Merci, honorables députés et chers collègues. Merci en tout cas de nous avoir fait gagner du temps. Nous avons donc suivi la présentation des lois de ratification qui nous apportent beaucoup d'argent, mais nous avons dit pour une meilleure analyse et puis ensuite un examen
sérieux au niveau de la plénière, nous les envoyons donc à la commission mixte Relations extérieures et économie, finances et contrôle parlementaire, avec un délai de 5 jours. Pour la prorogation de l'état de siège, je vous remercie. Non seulement au nom du président de la République qui m'a adressé cette correspondance, mais au nom de l'ensemble des bureaux pour la compréhension et la patience dont vous avez toujours fait montre. Et je rappelle qu'il y a la parole à l'acte. Madame la Première ministre est à la tête d'une grande délégation. Elle atterrit bientôt à Goma. Elle va prendre des éléments du terrain et après elle ira à Bunia dans l'Ituri pour prendre les mêmes éléments du terrain pour faire l'évaluation qu'il nous avait promise à la fin du mois. Ceci n'arrête en rien la résolution qui avait été votée ici par la plénière d'envoyer la commission de l'Assemblée nationale sur le même terrain pour nous ramener les réalités du terrain et on va confronter et nous pourrons faire maintenant une bonne évaluation dans le seul intérêt de ce peuple martyr du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette commission va partir la semaine prochaine. C'est pourquoi j'ai dit au ministre des Finances que son esprit reste ici parce que nous aurons besoin de moyens pour cela. La deuxième commission d'enquête qui va partir la semaine prochaine, c'est celle que vous aviez encore une fois constituée ici dans cette salle. Il s'agit d'enquêter sur la gouvernance du pays d'une manière générale. Vous vous rappelez encore? Celle relative à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et j'ai ajouté aux embouteillages et déjà à pied d'œuvre. Hier, le bureau a été reçu par le ministre des Finances, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, aujourd'hui par le ministre des Finances et celui des ITPR, Irbani, et son homologue, son collègue Crispin Badou de l'urbanisme et habitat. Je leur ai demandé, avant d'aller dans d'autres villes, qu'ils nous amènent un rapport partiel concernant Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo. Donc, il ne sera pas question d'aller tracasser qui que ce soit. Ils vont faire l'état des lieux. Ils vont relever les facteurs causaux. Ils vont indiquer les conséquences, qu'il s'agit des inondations, des bouchages de caniveaux, des routes abîmées, des constructions anarchiques, de l'insalubrité avec des maladies autrefois éradiquées, et ils vont proposer des pistes, des solutions sous forme de recommandations que nous allons à notre tour envoyer à l'exécutif, à chacun son travail. J'ai beaucoup insisté, après avoir reçu les coups de fil des élus de Kinshasa, pour que la commission soit revue en intégrant Kinshasa et dans les bureaux et dans la commission, et ça a été fait. Ce n'est que justice. Nous voulons aussi vous informer
que après la réunion du groupe parlementaire, comme je l'avais dit ici, nous avons adopté une méthodologie parce que la loi 110 articles, souvenez-vous, la fois passée, il n'y avait que l'honorable Moutiki, Kambale, et il y avait Moutiki, Kambale et Angoulou, mais ça nous a pris 15 heures. C'est quelques questions. Et si nous continuons avec la même méthode, ici, il ne s'agit pas de questions orales avec débat. Il s'agit de la loi des finances qui avait été présentée ici devant vous par Madame la Première ministre. Et après le travail de Madame la Première ministre, les ministres des Finances et les ministres des Budgets sont venus ici encore se pencher sur cette même loi des finances. Après les interventions des honorables députés inscrits sur la liste des groupes parlementaires, nous avions demandé pour ceux qui avaient été inscrits et qui n'avaient pas eu la chance de parler ce jour-là, puisque eux-mêmes, quand je les appelais, il y en a qui dormaient, il y en a qui étaient dehors, nous avions décidé à 5h45, après avoir commencé la veille à 11h45, nous avons décidé que ceux-là envoient leurs amendements à l'ECOFIN. Ça fait 12 jours, 13 jours, ils ont eu le temps nécessaire de le faire. 150 députés ont envoyé leurs amendements à l'ECOFIN. Ça fait déjà un grand nombre qui peut nous permettre aujourd'hui de nous pencher sur les articles qui nécessitent amendement. J'ai demandé par ailleurs, pour la symbolique, que chaque groupe parlementaire désigne un député qui viendra parler au nom du groupe qui aurait relevé l'une ou l'autre chose. À la fin de cet exercice de groupe parlementaire, si malgré ça, c'est-à-dire après le passage de Madame la Première ministre, après le passage du ministre d'État et du ministre des Finances, après le dépôt des amendements à l'ECOFIN, si après le passage d'un membre par groupe parlementaire, il y a 2 ou 3 amendements qui nécessitent une intervention, vous aurez la parole. Pas pour venir répéter ce qui avait été dit. Pardon. Oui. Honorables députés et chers collègues, donc après cette mise au point, nous en arrivons au 5e et dernier point de notre ordre du jour, consacré à l'examen et au vote du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Je tiens à vous rappeler qu'au cours de notre séance du jeudi 31 octobre, comme je viens de le dire maintenant, nous avions, à l'issue du débat général, confié ce texte de loi à notre commission ECOFIN, économique, financière et contrôle budgétaire, pour un examen approfondi. Pour l'instant, nos délibérations vont porter successivement sur les rapports et les textes de loi élaborés
par cette commission. Je demande aux membres du bureau de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Notre objectif aujourd'hui, chers collègues, il est présentement, oui, 13h15. Nous pouvons terminer à 18, vous êtes d'accord avec moi? À 18h, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de problème. Mais avec... Non, pourquoi à 4h faire quoi à 4h? On n'a pas besoin de 4h du matin. Que les membres du bureau de prennent place. En attendant, je voudrais demander à la plénière. J'ai 85 motions. Je fais comment? J'ai la part qui ont déposé et on continue. Vous êtes d'accord avec ça? Et si nous terminons, la promesse est simple, si nous terminons, mais votre émotion, elle est là, je la vois, vous avez écrit. Et tout le monde croit que sa motion a été jetée à la poubelle. Nous terminons. Interrompu notre collègue qui avait une motion importante. J'espère qu'il ne va pas nous traiter, il va plus nous traiter de moutons. Venez donner votre motion et que l'honorable Olungu Berthold se prépare. Darmichiki lui-même avait déjà inscrit sa motion. Financière et contrôle budgétaire. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables collègues députés nationaux, ma motion est une motion d'information. D'information concernant la situation qui se passe actuellement à Walikale, dans l'agglomération autour de Pinga. Depuis presque une semaine, 4882 ménages de déplacés qui sont victimes de violations sexuelles, des extorsions et même des agressions physiques. Il n'y a aucune assistance de notre gouvernement et dans cette agglomération, il n'y a aucune ONG. Nous sollicitons, honorable président, que ces compatriotes qui sont victimes de cette guerre d'agression soient assistés et pris en charge. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Je crois que c'est accepté, n'est-ce pas? Non, pas 8 fois ministre, une fois vice-ministre. Ah oui, Willy Michiki était vice-ministre de l'Agriculture à l'époque où Wivin Landou-Kavidi chapeautait son ministère pendant la Deuxième République. Le président Kamera a pleinement raison. Mateso Savo. Olungu d'abord. Oui, Olungu, alors va bien. Olungu. Ouais, ouais. Honorable Trésor, vous allez où? C'est encore dans cette heure-ci, Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, j'interviens, je prends la parole
par une motion d'information. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et très chers collègues, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, est en train de réaliser un travail remarquable pour la modernisation de son ministère. Il mérite les félicitations et les remerciements de la population congolaise. Nonobstant, je voudrais par cette motion attirer votre attention sur une situation préoccupante et intrigante qui risquerait d'annihiler tant d'efforts consentis. Il s'agit de la paye de fonctionnaires de l'État. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, il est de notoriété que le salaire a un caractère alimentaire. Toutefois, il nous revient de ce 4e trimestre de 2024 des agents, des attachés d'administration, des chefs de bureau, voire des chefs de division ont été élagués de listes de paye dans plusieurs provinces de la République. Je citerai Chouapa, Monga et même le Sankourou. Ah, voilà. Ces Congolais qui ont choisi de servir la nation se retrouvent dans une situation d'incertitude quant à la survie de leurs familles respectives. On sait que la programmation de la paye est trimestrielle. On peut dès lors se poser la question de savoir comment vont-ils survivre étant donné que la plupart d'entre eux sont locataires. Comment vont-ils de fin d'année 2024? Cette situation est inacceptable et nécessite une intervention rapide du gouvernement de la République pour rétablir nos concitoyens dans leurs droits légitimes. Ensuite, en deuxième point, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que dans ma province, il a été décidé d'identifier les administratifs, parce qu'on ne l'a jamais fait jusque-là. Mais il se fait que pour identifier des personnes, il faut se présenter avec une carte d'identité. La carte usuelle, c'est la carte des lecteurs. Tout le monde a décrié la qualité de cette carte. La plupart d'administratifs de ma province n'ont plus ces cartes et la CENI est incapable de produire des duplicata. Que faire alors? Parce que de nombreux administratifs ne seront pas identifiés correctement et donc le problème va encore se poser quant à la survie de ces administratifs. Voilà, honorable Président, les deux préoccupations qui étaient miennes ce matin. Merci. Merci, honorable Ndoulou. Merci, vous voyez que c'était très pertinent. Je voudrais informer l'Assemblée plénière que cette question de fonctionnaires immatriculés, NU, NP, date de longtemps. Quand je fus directeur de cabinet, on en avait, avec le ministre de la fonction publique de l'époque, régularisé 134 000. Les ministres, le vice-premier ministre Liaou, que j'ai côtoyé dans le gouvernement Sama Lukonde, avait déjà fait 177 000 et le travail avait dit continuer. C'est l'un des ministres les plus ouverts. Cette fois-ci, vous ne direz pas
qu'il vous chasse de son bureau. Et pour résoudre le problème, je vais écrire une lettre au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour qu'il vienne devant de la commission socio-culturelle qui aura au préalable obtenu le desiderata de ses collègues députés et de la base. Je vais écrire cette lettre aujourd'hui. Le vice-premier ministre, je vais lui parler au téléphone, il va me donner sa disponibilité pour que, au niveau de la commission socio-culturelle, il vous présente non seulement la situation, mais aussi que vous lui présentiez ce que vous avez comme inquiétude par rapport à ces citoyens congolais pour lesquels nous avons juré de défendre les intérêts. Je crois que c'était une bonne motion et ceci nous pousse droit à l'honorable Mbungani Jean-Jacques qui a une motion en tant que médecin peut-être qui va nous alerter. Koloboro a demandé. Honorable Koloboro, vous avez demandé la motion, il n'est pas là aujourd'hui. Votre nom c'est qui? Mateso. Mateso Koloboro, c'est toi. Vous allez parler, Mateso. Merci. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président. Je prends la parole pour une motion d'information concernant une situation qui nous concerne tous. Il s'agit des morts subites lors des manifestations. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, je prends la parole ce matin dans le cadre d'une motion d'information pour livrer à l'auguste Assemblée une préoccupation qui nous concerne tous, députés, sénateurs, membres du gouvernement, fonctionnaires, parents, ouvriers, enfants et citoyens lambda. Il s'agit des arrêts cardio-respiratoires pouvant entraîner la mort, comme cela a été le cas ce jeudi dernier ici à Kinshasa, dans un lieu public lors d'une grande manifestation de portée continentale avec le décès brusque d'un citoyen congolais, père de famille de 42 ans, sans aucune prise en charge médicale efficace. Je profite de l'occasion pour présenter les condoléances à la famille du disparu. Honorable Président, ce drame montre à suffisance qu'il est vraiment nécessaire que chaque activité publique de grande ampleur soit encadrée par les professionnels de la santé et que ces derniers soient outillés et rodés dans l'exercice du sécourisme. Dans les pays occidentaux, un arrêt cardiaque survient toutes les 45 secondes. En Afrique et en RDC, chez nous, en cas de malaise cardio-pulmonaire, c'est la mort assurée du fait de plusieurs raisons inhérentes à la logistique, à l'environnement et également aux ressources humaines. L'arrêt cardio-pulmonaire fait chaque jour des victimes dans notre communauté, famille, école, église, lieux publics, lieux de travail, où très souvent la majorité des témoins sont ignorants des premiers gestes. Sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardio-respiratoires entraînent la mort. Le taux de survie à un arrêt cardio-pulmonaire est fonction du degré d'éducation, de formation, de sensibilisation des témoins au mieux de toute la population aux gestes qui sauvent en attendant l'arrivée des professionnels de la santé qui, dans les conditions optimales, doivent avoir le matériel de réanimation dans les défibrillateurs. Les lieux de conférences, meetings, concerts et autres sont à considérer comme des lieux de prédilection de survenue de diverses situations d'urgence médicale devant nécessiter une prise en charge préventive et curative adéquate. Ainsi, la connaissance des premiers gestes de secours est nécessaire pour sauver des vies.
Les implications directes liées aux maladies cardiovasculaires peuvent se manifester par de l'hypertension, par l'arrêt cardiovasculaire, par de troubles de glycémie, donc de sucre, pouvant entraîner des pertes de connaissance, parfois avec des conséquences souvent irréversibles, lorsque la prise en charge correcte n'est pas intervenue dans les plus brefs délais. Honorable Président, les premiers actes posés face à ce genre de situation sont souvent déterminants dans l'évolution et le rétablissement des victimes. D'où l'intérêt de la formation au sécourisme qui doit être destinée à tous les citoyens à travers les chaînes de télévision, des ateliers divers, à l'école, pour ne citer que ces derniers. Une prise en charge médicale par les experts ambulanciers et le corps médical en respectant les normes minimales est donc fortement recommandée afin de sauver des vies pendant les activités de haute intensité et de grande ampleur pour permettre, le cas échéant, le transfert dans les hôpitaux de proximité. Cette pédagogie de masse peut bénéficier à l'encadrement du ministère de la Santé à travers ces différentes structures spécifiques qui ont les compétences requises pour sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent et de s'assurer de la présence de kits d'urgence avec défibrillateurs dans le lieu public de grande influence comme les aéroports, les hôtels, les grands marchés, les ports, les écoles, les universités. Vous savez tous qu'il manque criamment ce genre de défibrillateur dans ces lieux. Il faudrait aussi associer les autres ministères, tels que l'Éducation nationale, les SU, la formation professionnelle. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise